Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Une nouvelle secrétaire générale, la rwandaise Louise Mushikwabo, Paris, qui gagne finalement son pari. On va également parler du Mali avec cette visite du Premier ministre dans le centre du pays, plus précisément le delta intérieur du fleuve Niger. Le Mali toujours avec cette situation entre grève des magistrats et éventualité d'un report des législatives avec nos invités, M. Chakmar Konaré, avocat, Alexis Calambri des Échos, Adam Thiam, journaliste qui revient, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Paris gagne son pari dans la désignation de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. Sans surprise, c'est Louise Mushikwabo. Le choix de la France et de Emmanuel Macron qui dirigera l'organisation pendant les 4 prochaines années. Une désignation qui vient confirmer le leadership, Maître Konaré, de Paul Kagame, le président en exercice de l'Union africaine. C'est bien ça. Et Paul Kagame a su se faire respecter en Afrique et ce respect ne laisse pas la France indifférente. Et la France veut se réconcilier avec Paul Kagame qui n'a pas cessé ces dernières années d'accuser ce pays de participation au génocide de 1994. Cela dit, la francophonie prend de plus en plus une dimension politique. C'est, si vous voulez, une sorte de politique française qui est en train de se mener au sein de la francophonie. Sinon, il n'y a pas de raison que la ministre rwandaise soit privilégiée par rapport à d'autres pays où l'on parle le français et où on est censé aimer mieux le français. Le Rwanda a même créé une nouvelle langue officielle et a ostensiblement boudé ces dernières années la langue française. Et un candidat malien avait été pressenti il y a quelques années, je crois que c'était le professeur Djongouda, je parle sous le contrôle de Adam Thiam, il a été recalé. Alors donc, en fait, c'est des intérêts français, j'allais dire politico-économiques français qui sont en train d'être privilégiés au sein de la francophonie aujourd'hui. Alexis Calambri. Oui, je pense que de tout temps, cela a prévalu, peut-être cette fois-ci avec moins de diplomatie, parce qu'avant, au moins, on avait des élections, des campagnes. Et si vous avez même suivi, tout le monde parle de nomination alors qu'il s'agit d'une élection. Et surtout, la manière dont ça s'est passé, c'est, disons, pendant une visite du président Kagame, que ça a été annoncé comme le candidat, alors que une certaine tradition voulait quand même que le secrétaire exécutif fasse ses 2 mandats. Ensuite, bon, je pense que personne ne s'y trompe, hein. La francophonie est un instrument au service, oui, officiellement de la langue française, de son rayonnement, mais qui élargit son champ de plus en plus. Vous avez vu tout le rôle qu'elle joue dans les élections, dans les observations, ainsi de suite. On retrouve la francophonie un peu partout. Oui, je pense que ça a ses assises et c'est au bénéfice de la France d'abord. Oui, moi j'ai entendu tout à l'heure parler du leadership de Kagame. Non, c'est le leadership de la France. C'est la France qui a décidé, voilà, la France a décidé de faire élire, de faire nommer par consensus, de désigner par consensus une africaine du Rwanda à la place d'une haïtienne du Canada, ce qui est vraiment dommage parce que on a entendu les États par exemple dire oui, bon voilà, on va africaniser le poste comme si la présidente sortante n'était pas africaine. On l'a vu aller danser au Bénin parce qu'elle a quand même des origines africaines. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'aurais bien voulu, par exemple, qu'il y ait un vote, par exemple, pour qu'on sache que certains chefs d'État africains avaient l'intention de voter pour cette haïtienne du Canada qu'on connaît bien ici au Mali. Mais là encore, la francophonie est un instrument de la diplomatie française. Moi, c'est la première leçon que je tire de cette élection. C'est dommage.
parce que la présidence sortante faisait du bon job, malgré tout ce qu'on disait, et que la francophonie se politise de plus en plus. Adam Thiam. Oui, la présidente sortante, non seulement peut-être faisait du bon job, mais elle était candidate à sa succession. Et donc, on l'a empêchée d'être désignée. Et on l'a empêchée pour une candidate atypique. Elle vient du Rwanda. Le Rwanda avait tous ses problèmes avec la France. Le Rwanda est un pays membre du Commonwealth. Le Rwanda a imposé l'anglais à la place du français comme langue officielle. On aurait pensé effectivement que ça c'était déjà un casus belli, mais c'était sans compter sur la détermination de Emmanuel Macron de régler pour de bon le contentieux qui oppose le Rwanda à la France. Je ne crois pas honnêtement que Commonwealth et francophonie soient antinomiques. Et la francophonie est une organisation multilinguiste, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout le problème, c'est que Michaëlle Jean était candidate à sa succession et qu'on a tout fait effectivement pour qu'elle ne soit pas désignée. Oui, c'est peut-être ça l'un des regrets de ce sommet Alexis Calambri. L'OIF promeut la langue française, il y a notamment la déclaration de Bamako, mais on a été désolé, ce n'était pas programme contre programme, c'est-à-dire que ce n'était pas un vote entre le programme de Michaëlle Jean contre celui de Louise Mouchikwabo. On n'en est même pas arrivé à ce niveau-là d'exercice démocratique. Non, en fait, ce qu'on a vu, c'est vraiment la mainmise de la France sur cet instrument. Ici, on était, disons, dans l'expectative en se disant le Canada peut avoir, disons, un poids similaire à la France. Comment ça va se passer? Mais à la dernière minute, surtout que pendant longtemps, le Canada a soutenu et a battu campagne pour sa candidate. Mais on a vu le Canada à la dernière minute se rétracter et se désolidariser. Donc, au moins, sur ce dossier, on a vu que la France était capable même de faire plier le Canada. Donc, en tout état de cause, oui, c'est les deux plus grands contributeurs de l'organisation. C'est eux qui ont plus voix au chapitre. Et naturellement, les Africains, disons, à partir du moment où il y avait même, au niveau de l'Union africaine, on avait décidé de soutenir la Rwandaise, je pense que la messe était dite à ce niveau. Je ne sais pas la première fois que ça arrive. À l'époque déjà, Chirac il décroche son téléphone, il dit c'est Boutros Ghali, ça a été Boutros Ghali, c'est Diouf, ça a été Diouf. Ironie du sort, c'est quand même Monsieur François Hollande qui avait à l'époque imposé Madame Michaëlle Jean. Donc c'est un instrument de la diplomatie française. Oui, dans ce cas, Maître Konaré... Pas que ça, mais... D'accord. Dans ce cas, et nous, chefs d'État africains... Vous êtes trompé, vous avez dit Maître Konaté. Si, ouais, Maître Konaré, bon, il n'y a que le T et le R, effectivement. Et les chefs d'État africains dans tout cela, finalement, ça devient un machin aux mains de la France, la francophonie. C'est un machin français, comme l'ONU est un machin entre les mains des cinq puissances permanentes du Conseil de sécurité. Alors, moi j'ai écouté le président Macron sur RFI d'ailleurs, qui disait que l'un des motifs de son choix, c'était de pousser le Rwanda à changer positivement. Alors donc je fais la même prière que lui, que le Rwanda change positivement. Parce qu'il ne faut pas confondre démocratie et bonne gouvernance. Le Rwanda est bien gouverné, mais la démocratie a encore du chemin à faire là-bas. Oui, Adam, c'est ce qu'on a dit. Hein. Macron, il parle de francophonie de conquête, d'où le choix du Rwanda. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, francophonie de conquête, mais c'est vrai, je suis d'accord avec Cheikh Oumar Konaré qu'il a dit que cette candidature, cette désignation de Louise va obliger le Rwanda, il n'a pas terminé la phrase, mais va l'obliger à être plus démocratique, etc. Mais je crois que c'est un peu là aussi le problème, c'est que la déclaration de Bamako, Macron sait très bien qu'elle ne vaut pas grand-chose, elle n'est pas respectée. C'est au sein de la francophonie qu'on a les pays les moins démocratiques
du continent. Et donc, c'est une feuille de papier. Elle n'est pas exercée. Et Macron se dit, tiens, j'ai la possibilité de régler le problème de la France, le contentieux de la France avec un pays qui est salué sur le plan international comme un exemple de bonne gouvernance. J'y vais. Je veux liquider le contentieux historique que la France a avec le Rwanda. Et donc, je prends une candidate rwandaise. D'autant que il y avait quand même une loi écrite. Il y a une loi écrite dans toutes les organisations où le ressortissant d'un pays qui a un grand poids financier n'est jamais à la tête. Et c'était ça. Le Canada était toujours administrateur, pas premier, etc. Et je pense que ça a été rétabli. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut peut-être pas surestimer la francophonie. Elle ne pèse pas grand-chose. Si le Rwanda voulait la place de la France au Conseil de sécurité, elle ne l'aurait pas eu. C'est que la francophonie c'est pas une organisation aussi importante que... Mais très rapidement, il faut quand même dire que la Rwandaise qui était, tu avais dit, désignée, c'est une femme capable. Elle est quand même capable, c'est-à-dire que c'est pas elle a le background qu'il faut, elle est intellectuellement lourde, elle est prof d'anglais, elle va promouvoir le français. Elle va promouvoir le français, donc c'est aussi quand même un jeu, c'est très important de le dire, c'est pas une novice qui a été désignée. Peut-être l'autre bonne nouvelle, Alexis Calambri, c'est que, on a dit, pour Macron, ça va obliger le Rwanda, également obliger Paul Kagame, lors de ses interviews, par exemple, à s'exprimer en français. Vous l'avez interviewé, c'était en anglais. Peut-être la prochaine fois, ça pourrait être en français. Non, mais il s'est défendu. Il a dit que chez lui, déjà, son épouse et ses enfants s'expriment bien en français, que, bon, lui, il a encore des difficultés. Mais je l'ai vu, oui, vous l'avez dit, je l'ai interviewé. Je pense que peut-être qu'il a des difficultés à s'exprimer, mais je l'ai vu corriger les traductions. Donc, ça veut dire quelque part que... Voilà, tout juste pour dire qu'il a interviewé grâce à moi. Oui, ça c'est vrai. D'accord. Au thème de l'émission, le Mali, avec justement... la visite du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, près d'une semaine après avoir identifié le site devant abriter le pôle universitaire à Badjangara. Il était ces derniers jours dans le delta intérieur du Niger. Ici, justement, l'étape de Tongoro Kombe et le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga qui s'est adressé. En voici un extrait. Notre arrivée ici, c'est aussi le symbole du retour du Mali. Le retour de l'État qui se symbolise par le ravitaillement que le ministre de la Solidarité a pu faire acheminer ici grâce aux forces armées. Donc c'est pour dire qu'à partir de maintenant, l'embargo dans lequel vous viviez, cet embargo est fini. Mais les forces de sécurité ne peuvent vous protéger et vous défendre que si vous les aidez à vous protéger. Il ne faut pas avoir peur des gens qui veulent vous faire peur. Voilà, il ne faudrait pas avoir peur des gens qui voudraient vous faire peur. Alexis Calambri, cette autre visite du Premier ministre dans la région de Mopti, la semaine dernière on en parlait, il était dans la zone exondée, mais cette fois-ci le delta intérieur du Niger. Mais je retiens une déclaration quand même lourde, disant que l'embargo est fini. Donc ça veut dire que certainement l'État se donne les moyens de faire en sorte que oui, on a suivi tous le drame de Tongoro Kombe. On pense, au vu de sa déclaration, qu'il ne s'exprime pas à la légère et que, franchement, ils ont fait en sorte que la sécurité règne, que l'État soit présent sur la zone et surtout qu'il y ait une certaine accalmie. On sait que tout le monde a fui déjà la zone. Donc, il a dit, il y a une symbolique forte, mais au-delà de la symbolique, il faut vraiment que ce soit le retour de l'État et de l'administration dans la zone.
Est-ce que, M. Konaré, c'est une visite qui symbolise cette expression de partager la poire en deux? La semaine dernière, on se désolait du fait qu'il n'ait rencontré que la partie Dogon, qui était plus ou moins en conflit avec des Peuls. Et cette fois-ci, il va dans une zone essentiellement Peul. Est-ce que ça résout une partie de ces problèmes? C'est possible. Laissez-moi d'abord me réjouir du volontarisme du Premier ministre, Soumaïlou Bouboué Maïga. Je sens en lui une volonté véritable de reconquête, en tout cas de pacification du centre du Mali. Mais cela ne l'empêche pas de commettre quelques erreurs. La semaine passée, il est allé promettre à Dana Amassagou, la milice Dogon, son intégration dans l'armée, alors que Dana Amassagou est en conflit avec des groupements Peul. Pourquoi ne pas avoir rencontré ces Peul? Pourquoi ne pas avoir donné la même promesse à ces Peul? C'est une erreur et ça ne contribue pas au retour de la paix. Maintenant, au moment même où il se rend dans ces villages Peul, il y a des attaques continues. Parce que la semaine dernière, le village de Were Aourou a été attaqué avec des morts. Pas plus tard qu'hier, tout près de Tenenkou, il y a le principal chasseur qui a vu sa résidence attaquée, n'est-ce pas, par une colonne de véhicules de motos. Il y a eu 3 blessés qui ont été évacués à Ségou. Bref, la volonté est à saluer, mais peut-être qu'il faut affiner la méthode afin qu'elle puisse être perçue comme une démarche de réconciliation et surtout pas comme une démarche de soutien à une milice ou à un groupe ethnique. Ce qui a frappé à Toguéré, c'est que parce que moi j'ai été, contrairement à Alexis, ça c'est connu. Ce qui était frappé, c'est quand nous sommes arrivés, c'est que les gens criaient Mali, 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 Mali. Alors moi je pensais, et je me suis trompé, que c'était par opposition à ceux qui disaient de l'autre côté Azawad, Mali, no, Azawad, yes. Non, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que ce sont des populations qui pour la première fois se sentaient maliens. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une délégation officielle. Il faut aller plus loin, c'est évident. Mais avant l'arrivée, il y avait depuis plusieurs semaines l'armée qui était déjà là-bas, qui était là-bas. C'est très difficile la localité, parce que c'est une zone inondée, donc nous sommes en période de crue, c'est ça, d'hivernage plutôt. Donc les djihadistes minent les quelques terrains sur lesquels on peut passer les routes, et puis ensuite ils tirent sur tout ce qui bouge sur le fleuve. Donc c'était très important d'aller là-bas, mais c'est un début. Vous savez par exemple qu'à Toguéré, je parle sous le couvert de Adam, parce que pour mettre du beurre dans ses épinards, il avait travaillé dans la zone à l'époque. Vous savez par exemple qu'il n'y a plus de marché. Il n'y a plus de marché, c'est-à-dire il n'y a plus de foire. C'est probablement la seule localité où il n'y a pas de foire, parce que vous ne pouvez pas venir à la foire et repartir, parce que les djihadistes en ce moment vous arrêtaient. Donc c'était très important. L'armée est là-bas, fortement armée, et puis en plus il y a des jeunes qui ont même fait une course de pirogue. Ils ont avoir le courage de faire une course de pirogue, alors que les djihadistes contrôlent le fleuve. C'était quelque chose de très important. Mais il faut aller plus loin, je suis tout à fait d'accord. Adam Thiam. Alors, il est vrai que la démobilisation et la réinsertion doivent se faire sur des bases justes. Il faut une armée nationale. Une armée nationale à l'image de toutes les ethnies du pays. Je suis absolument d'accord avec Cheikh Oumar Konaré sur ce plan, mais je crois savoir que le DDR s'étend aussi au Peul. Hein, ça c'est clair. Maintenant, pour revenir à Tenenkou, parce que Toguéré Koumbé est à Tenenkou, et Tenenkou est le seul cercle vraiment aujourd'hui sanctuarisé par les djihadistes. En 2016, vous vous souvenez, il y a eu une violence communautaire très importante avec 35 morts. En 2017, à Toguéré Koumbé, presque au même moment, c'est des femmes qui étaient fouettées par les djihadistes. Vers Djondjori, qui est la ville natale du président du RPM, ils ont établi un tribunal islamique, ils ont fermé la radio
locales, ils ont fermé les écoles. Ailleurs dans le cercle, ils confisquaient même les ballons. Et il y a, avant l'arrivée de Soumaïlou Boubèye Maïga, je crois, Tenenkou, qui compte 218 villages, il y avait la gendarmerie qu'à Tenenkouville. Donc, je ne néglige pas effectivement la portée de cette visite. C'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est Mali, parce que l'État avait disparu. Mais maintenant, est-ce que l'État est revenu pour de bon? Parce que c'est ça, il y a une différence entre faire une visite qui, de toutes les manières, au plan du symbole, devait se faire, c'est très important, et puis la présence durable de l'armée et le retour progressif de tous les services sociaux de base dont les populations sont privées. Justement, c'est ça la question. Vous y étiez. Est-ce qu'on a eu cette impression-là, Serge Daniel, que peut-être ça signe le retour définitif de l'État? Le Premier ministre l'a dit dans son discours. Avant de venir, le ministre de la Solidarité, M. Konaté, a envoyé des vivres. Je ne suis pas en train de lui faire la com, parce que bon, mais c'est la réalité. Il a envoyé des vivres par Pinas, quand même, qui sont arrivés à l'intérieur de la localité. Je pense que sur le plan militaire, aujourd'hui, je touche du bois, je pense que les djihadistes, ou les supposés djihadistes, ou les terroristes plutôt, ne peuvent plus revenir contrôler la localité. Parce que ce que j'ai vu là-bas, c'était du matériel lourd, c'était des militaires, les forces spéciales, l'hélicoptère atterrit sans problème. Maintenant, sur la durée, ça va poser problème parce que c'est une zone inondée actuellement. Vous ne pouvez pas sortir sans Pinas. Est-ce qu'on pourra effectivement contrôler la localité, sa périphérie? Il faut attendre de voir. L'école va rouvrir bientôt les portes là-bas. Le défi, je pense, c'est d'organiser une foire à Togré. Parce que depuis plusieurs mois, ça n'existe plus. Parce que les djihadistes disent, si vous rentrez, vous ne sortez plus. D'accord. Oui, ok, allez-y. Togré n'est qu'un problème, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a énormément d'autres localités qui ont des problèmes d'organisation de la foire hebdomadaire. Et le problème va au-delà, à mon avis, d'une simple réponse militaire, fût-elle musclée et durable. Ce que le delta intérieur pose, comme la zone exondée, c'est un problème de développement. Également. Et donc, il faut le binôme sécurité-développement. Mais je pense que, très franchement, le gouvernement en est conscient. C'est peut-être pour cela qu'on a ce programme qu'ils appellent le PSIRC, qui essaie d'allier effectivement 3 dimensions: l'administration du territoire, le développement à la base et puis les actions sécuritaires. Oui, on a l'impression que ce programme a du mal à porter fruit, Maître Konaré. Autant par rapport au nord, il y a une lisibilité, une visibilité de la stratégie du gouvernement par rapport à cette localité, mais par rapport au centre, on a l'impression que ça stagne. Au-delà de la symbolique des visites du gouvernement, une visibilité en termes de stratégie pour le centre, ça tarde à porter fruit. Vous n'avez pas cette impression-là? J'ai cette impression, mais j'ai surtout l'impression qu'on laisse trop faire au centre. Pour moi, les immensités désertiques du Nord peuvent être inaccessibles à l'armée. Mais on ne devrait pas laisser le centre devenir un nid des terroristes. À mon avis, il y a trop de populations maliennes et qui aiment le Mali. Il y a trop de moyens que l'armée peut déployer dans ces zones-là pour qu'elles aient pu devenir ce qu'elles sont devenues. Alors donc, quelque part, l'État a failli. Il est bon que l'État récupère le centre. Quand nous ne parvenons pas à récupérer le centre, qu'allons-nous faire du Nord? Qu'allons-nous faire du Nord? Le développement, certes, mais c'est la sécurité qui doit venir d'abord. Alexis, ensuite. Le vrai défi pour qu'il y ait sécurité, c'est le développement. Maintenant, qu'est-ce qui vient avant quoi? C'est la grande question. Vous avez le delta intérieur et vous avez des zones qui sont inaccessibles 6 mois sur 12. Juste à cause de l'eau. Maintenant, oui, il y avait un grand projet qui voulait faire une route à partir de Ségou pour au moins essayer de désenclaver, mais encore une fois, du fait justement de ces mouvements armés, le projet est à l'arrêt. Mais en tout état de cause, je pense que pour régler
le problème d'abord, il faut régler la question du transport, que ce soit développé par le fluvial ou qu'il y ait les routes, mais il faut qu'il y ait possibilité de se déplacer. Il faut dire le pardon. Je voulais juste dire, Serge, moi je parle parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas là. Oui, justement. Et pourquoi tu n'étais pas là ça, on le saura à la fin. Oui, non, mais je peux même commencer maintenant. J'avais tout entendu que j'étais chez Ibeka comme conseiller spécial, que j'étais chez Soumaïla comme directeur de campagne adjoint, que j'étais même chez les deux en même temps. Et puis la dernière chose que j'avais entendue, c'est que j'avais une cirrhose terminale. Mais donc ce qui n'est pas, ce qui n'est pas vrai. Mais alors, non, je crois que 60 ans après les indépendances, que nous ne puissions pas aller par la route à Yuwaru, à Tenenkou, est déjà en soi scandaleux. Et on ne peut pas prétexter de la crue parce que les Pays-Bas sont plus bas que le niveau de la mer. Donc il y a bel et bien une possibilité effectivement de régler la question du centre par le développement. Et régler la question du centre par le développement, c'est aussi prendre en charge et très sérieusement le problème du pays Dogon, parce que le pays Dogon est la principale victime collatérale de la crise malienne. C'est depuis 2005, il n'y a aucun touriste qui y vient. Même l'industrie de l'échalote, qui faisait effectivement le dynamisme économique de la zone du pays Dogon, est en panne. Mais en disant ça, il faut aussi également dire, attention, il ne faut pas caresser les milices dans le sens du poil, quelles qu'elles soient des milices Dogon, qu'elles soient des milices Peul, il faut que l'État s'affirme, et s'affirmer veut dire simplement que le monopole de la violence reste avec l'État. D'accord. Très rapidement, sur la milice, je voulais me permettre quand même pas de rectifier, mais de préciser. Je ne vais pas me permettre de recadrer un avocat, ça se fait pas. Mais en fait, c'est pas seulement disons-le comme ça, ce sont pas seulement les Dogons où il n'y a pas une exclusivité en matière d'intégration, de financement de projets de réinsertion, d'après ce que j'ai compris dans le centre. Mais en revanche, pour revenir au développement, je suis parfaitement d'accord avec Adam Thiam, qui nous revient après être entré en apnée pendant longtemps. Il est le seul à savoir pourquoi. On va en reparler. Vous parlez du pouvoir. C'est que il y a la sécurité, mais si vous ne faites pas le développement, vous ne pouvez pas vous en sortir. L'idée, Adam, c'est que ce que moi je constate par exemple à Toguéré, on ne peut pas développer cette localité comme on va développer une localité où il y a la terre ferme, si tu veux. Il y a 6 mois, c'est une zone inondée, donc les gens ne peuvent sortir que par les pinasses essentiellement. Pourquoi ne pas imaginer, pourquoi ne pas envisager un développement sur ce plan-là? Oui, mais voilà. Tout cela intervient, on va rester avec vous, intervient dans un moment de retrait ou de repli de la force conjointe G5 Sahel, sur laquelle force on comptait pas beaucoup, absence de visibilité de la stratégie de l'État par rapport au centre, absence également de résultats militaires, d'attentes non tenues du G5 qui replie finalement. Je crois qu'il faut compter d'abord sur ses propres forces. Si vous comptez sur le G5, vous allez tomber avec le G5. Nous avons le G5, c'est nos forces. Ce sont nos forces en plus. Ce sont nos forces d'abord. Mais il ne faut pas penser que ce sont les composantes étrangères du G5 qui vont développer ces zones-là. C'est d'abord l'armée malienne. Ce que moi j'ai vu à Toguéré, et moi je parle tout à fait librement, j'ai vu une armée très présente. Je n'ai pas vu l'armée malienne présente dans une zone dont on avait parlé d'insécurité de cette manière-là. Et puis ce sont des gens totalement formés, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut développer ces zones-là, d'où la nécessité, à mon avis, de faire du développement, mais de manière concomitante, de faire de la sécurité également. Okay. Oui, non, je pense que le G5, c'est l'ensemble de nos forces aux 5 pays. Mais il est vrai que le G5 a un budget et que ce budget est en souffrance. Les pays riches ne veulent pas mettre la main à la poche, et c'est quand même extrêmement curieux qu'ils ne le fassent pas, d'autant que si le terrorisme est un problème national, et que c'est le Mali qui en souffre le plus aujourd'hui, le plus directement, il ne faut pas penser effectivement que le seul problème du terrorisme, ce sont nos pays. Si ils sont forts et si les terroristes
terroristes, ils seront forts en Afrique de l'Ouest, ils seront forts en Occident, ils seront forts au Maghreb. Ok. Le Premier ministre au centre du pays, pas seulement, il est également au centre de l'actualité. L'actualité récente du Mali, notamment la grève des magistrats et même ce débat autour du report ou non des législatives. Pour commencer avec les grèves des magistrats, ils ont organisé une assemblée générale extraordinaire cette semaine. Et voici quelques points de résolution lus ici par le porte-parole. 1. L'Assemblée générale extraordinaire invite les magistrats requis à refuser de se soumettre à la décision illégale du gouvernement de la République du Mali tendant à cette fin. 2. Elle engage les syndicats de magistrats à saisir l'Organisation internationale du travail, OIT, face aux atteintes graves et intolérables par le gouvernement de la République du Mali à l'exercice de la liberté syndicale et au droit de grève. 3. Elle engage de même les deux syndicats à saisir les instances juridictionnelles nationales et internationales pour, petit a, récuser le président de la Cour suprême du Mali dans la conduite des procédures à venir qui opposeront les syndicats des magistrats au gouvernement de la République. B. Petit b. Sursoir à l'exécution du décret illégal du gouvernement de la République tendant à réquisitionner les magistrats. Petit c. Poursuivre l'annulation du dit décret. Voilà, Maître Konaré, on est manifestement dans un bras de fer, un dialogue de sourds finalement. Un bras de fer qui n'aurait jamais dû exister. Moi, je vais vous dépeindre la chose en termes plutôt simples. Vous savez, avant, c'était les rois qui rendaient la justice. Ils détenaient tous les pouvoirs exécutifs, législatifs. Leurs vœux étaient des lois. Ça a changé avec la démocratie, sous la conduite des philosophes des Lumières et autres. Les pouvoirs ont été séparés. Tout le monde se souvient de cette assertion de Montesquieu. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Alors, quand on dit que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, ça ne signifie pas qu'il faut prendre un bâton pour les séparer. C'est la loi qui donne à chaque pouvoir constitutionnel un domaine de compétences et des protections dans l'exercice de ces compétences-là. Et par rapport à l'exécutif, par exemple, vous ne pouvez pas vous lever et poursuivre le chef de l'État. Il bénéficie d'une immunité constitutionnelle. Vous ne pouvez pas poursuivre un député qui est aussi représentant d'un pouvoir, du pouvoir législatif, parce qu'il bénéficie d'une immunité. Les magistrats ne bénéficient pas d'une immunité, mais ils bénéficient de ce qu'on appelle des privilèges. Entre autres privilèges, le magistrat voit sa carrière confiée à une instance appelée Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ça pose le problème de l'applicabilité, je n'entre pas dans le débat sur la légalité, mais de l'applicabilité du décret de réquisition des magistrats. Les magistrats ont refusé de s'exécuter. Alors, que peut faire le gouvernement? S'il se met en tête de revoquer les magistrats, il ne peut pas. Pour la bonne raison que aucun magistrat ne peut être révoqué si ce n'est sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. Et ce conseil est composé de 21 membres, dont 18 au moins sont des magistrats. D'accord. La deuxième sanction à laquelle peut songer le gouvernement, c'est quoi? C'est de poursuivre les magistrats, parce que la loi de 87 prévoit un emprisonnement de 2 ans de prison, 2 mois, 2 ans pour celui qui refuse d'exécuter la réquisition. Mais dès lors qu'on n'a pas revenir à cette loi, les magistrats même refusent cette loi. Dès lors que vous ne pouvez pas révoquer les magistrats, vous ne pouvez pas non plus appliquer la sanction pénale, parce que c'est les mêmes magistrats qui sont censés... On va revenir vers vous, le temps de faire réagir la table sur ce rebondissement. Moi, je ne suis pas juriste et en tant que citoyen observateur, je pose le problème à un autre niveau. C'est-à-dire,
quelle est, après la grève, quelle est l'autorité de ce juge qui refuse d'appliquer une loi? N'est-ce pas une décision de justice? Ils disent, nous n'appliquerons pas la décision de justice. Pour moi, en le disant, Non, pas de justice. Le décret du Premier ministre. Non, de la Cour La qui a Cour a décidé. déclaré la grève illégale. Voilà. Non, Je ne parlais pas de. Non, ne mélangez pas les On va choses. laisser Alexis terminer. Je parlais de cette loi qui réquisitionnait, cette décision qui réquisitionnait des magistrats pour rester en poste. Ils disent qu'ils ne vont pas respecter la décision. Donc, pour moi, ça donne une mauvaise image des magistrats déjà qui refusent d'appliquer une décision de justice. Oui, Alors moi, c'est simple. Les magistrats ont demandé deux choses, c'est-à-dire plus de sécurité, plus d'argent, pour me résumer. Le gouvernement dit, écoutez, nous, on n'a pas d'argent, c'est 10%. Et le magistrat dit, non, mais vous avez pris l'engagement, voilà un document. Le gouvernement dit, non, c'est pas un document, juridiquement, ça n'a pas de base légale, c'est tout simplement un atelier que vous avez tenu. Il y a blocage, donc il y a un bras de fer. Le Premier ministre dit, il a répété devant les cadres à Mopti, moi je vais saisir le Conseil supérieur de la magistrature dont vous parlez. Les magistrats de leur côté disent, écoutez, nous, on ne va pas être réquisitionnés. Donc il y a forcément un blocage. Au milieu qui trinque, ce sont quand même les populations qui trinquent. Il faut sortir de cette situation-là. Je pense que la semaine qui va venir est une semaine décisive. Ce que je constate dans cette crise, c'est qu'il y a eu plusieurs intermédiaires qui ont échoué. Pas intermédiaires. Comment tu dis Médiateurs. Des médiateurs qui ont échoué. Pourquoi? Et c'est ça qui me fait peur, Adam. C'est qu'il n'y a quasiment plus de médiateurs crédibles. C'est-à-dire que les deux parties ne considèrent plus ceux qui interviennent comme des médiateurs crédibles. C'est l'une des rares fois où j'assiste à cette situation dans ce pays, parce que quand il y a généralement des médiateurs, on écoute à gauche, on écoute à droite. Donc on a une situation de blocage. C'est pas le juridisme dont vous parlez ou les leçons aimables que vous nous donnez qui vont régler le problème. Et quand même, il faut sortir de cette situation-là. Adam Thiam. Alors sur la réquisition, le principe, je ne sais pas, mais vous devriez dire, Tangara, sur le plateau, que vous m'avez réquisitionné aujourd'hui. Et que j'ai obtempéré, n'est-ce pas? Mais si Soumeïlou Boubé Maïga, qui a 30 ans de présence institutionnelle au plus haut niveau, insubmersible, très au fait de comment l'État fonctionne, ne sait pas qu'il n'a pas le droit de réquisitionner les magistrats, alors c'est très grave. Moi, je ne crois pas que la chose soit aussi simple. Les magistrats utilisent les deniers publics, les magistrats doivent rendre un service public. Je ne crois pas qu'on ne peut pas les réquisitionner. Maintenant, est-ce qu'on est passé par la bonne filière? Je ne sais pas. Je ne peux pas entrer dans le fond du problème. Je ne sais pas si les magistrats ont raison de faire ces revendications. Je ne sais pas si le Premier ministre a raison de les réquisitionner. Je sais simplement que cette crise tarde et qu'il faut trouver une solution. Si la réquisition est une solution à cela, pourquoi ne pas y aller? Oui, maître, peut-être qu'il ne fallait pas amener la chose dans un terrain exclusivement juridique, peut-être c'était politique, hein, puisqu'on a écouté certains magistrats, des extraits qui ne sont pas apparus, qui ne s'en tiennent qu'au Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je vais vous dire, la vie d'une nation est trop précieuse pour être gérée, n'est-ce pas, en dehors de la politique. Pourquoi la loi demande aux partis politiques de compétir et de présenter des candidats pour devenir président, etc. Pourquoi la loi n'a pas ouvert le même privilège aux policiers, aux gardes et aux soldats? C'est parce qu'on veut, en démocratie, que les choses soient gérées politiquement, c'est-à-dire par la diplomatie, par le dialogue. Mais quand il y a... Les policiers ont le droit d'être candidats. Non, ils doivent démissionner. Oui, justement, pourquoi on réserve aux civils? Le magistrat également. Non, pourquoi on réserve les hautes fonctions aux civils? Pourquoi pas aux soldats? Parce qu'on suppose que les civils ont le sens du dialogue. Les choses ne se règlent pas à la baïonnette. Et ici, la réquisition apparaît comme une mesure autoritaire.
Et cette mesure autoritaire, malheureusement, le gouvernement ne peut pas l'exécuter. D'accord. En fait, Il y a un verrou du Conseil supérieur de la magistrature qui empêche l'exécution de cette décision. En fait, chacun, on revient à la même chose qui est qu'il faut le dialogue, qu'il faut un consensus, qu'il faut un médiateur qui soit capable de parler aux deux camps et qu'il faut qu'on sorte de ça. Mais oui, je ne sais pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat entre les deux camps, mais les magistrats recusent, c'est vrai, mais c'est parce que l'État pense qu'ils n'ont pas, disons, assuré le service minimum. Et le service minimum est dans la loi qui régit les grèves. Donc je pense que oui, il y a beaucoup de malentendus. À un moment donné, il faut que l'État s'affirme, encore une fois, mais qu'on sorte de ça. Ça fait déjà plus de 2 mois. 2 mois, 10 jours que ça dure. 3 mois bientôt. Il faut sortir de cette situation. D'accord, est-ce qu'ils ont raison d'aller en grève? Ma question c'est, est-ce que Cheikh Oumar Konaré a raison de penser que le Premier ministre ne peut pas réquisitionner? S'il a raison, mais c'est scandaleux que le Premier ministre ne le sache pas. D'accord. Justement, nous profitons pour annoncer, on avait prévu annoncer un débat politique ce soir autour de cette actualité, mais les démarches pour avoir un plateau équilibré et représentatif sont restées vaines, ces démarches. Voilà, donc ce sera donc partie remise ce débat autour de la grève des magistrats. Voilà, représentatif, mais pour avoir tous les protagonistes, on est manifestement dans un dialogue de sourds. Le Mali toujours cette fois-ci avec cette question, va-t-on vers un report des élections législatives ou seront-elles confirmées? En tout cas, Alexis Kalambri, on a vu des listes publiées, confirmées, des candidats qui pensent que la date du 25 novembre reste maintenue, même si on attend par ailleurs du côté du gouvernement. Oui, effectivement, on attend du côté du gouvernement. En fait, la raison la plus évoquée pour le report était effectivement, disons, la difficulté pour certains d'avoir certains documents. Et puisque la grève n'est pas terminée, est-ce qu'on peut encore compter sur cette date ou comment on va trouver les moyens pour que les gens aient les pièces complémentaires? Maître Konaré? Moi, je souhaite bien qu'il y ait un report parce que je ne vois pas, vous venez de parler de Toguéré, une ville dont on ne peut sortir qu'à la nage. Mais comment est-ce qu'on va tenir des législatives là-bas? Donc c'est législative. Mais il n'y a pas eu de présidentielle. Non, la présidentielle c'est autre chose. Les suffrages sont éparpillés sur l'ensemble du territoire. Mais si vous allez tenir les législatives à Mopti, c'est beaucoup plus cristallisé. Alors donc vous voulez pas que les gens votent peut-être? Les gens de Toguéré vont voter comment? D'accord. Non, mais si tu le fais en il faut reporter ces législatives ou bien décider de les tenir dans les zones où elles peuvent être tenues. Maintenant, il faut exclure de ces zones-là tout le nord et tout le centre. Oui, Yaram Tcham, justement. Alors, est-ce qu'on va vers un report? Il faut dire que la communauté internationale est à pied d'œuvre depuis quelque temps pour obtenir du gouvernement qu'ils mettent en œuvre effectivement l'accord. Et une partie de l'accord, c'est effectivement la réorganisation territoriale. Et c'est la raison pour laquelle on est en train effectivement de sortir du tiroir le dossier des nouvelles régions qui avait été créé sous ATT. Vous vous souvenez, dans son discours de vœux de 2011, ATT avait présenté ces 19 régions et puis on a vu après qu'il y a eu une 20e région, celle de Gossi, et parce que les groupes armés, CMA et autres, mais veulent qu'on aille, effectivement, qu'on mette en place ces nouvelles régions. Les partenaires veulent qu'on mette en œuvre l'accord. L'opposition politique veut qu'on retarde un peu l'élection, le temps de lui permettre de participer. Je crois effectivement que... Et enfin, le gouvernement lui-même, en tout cas certains membres disent que dans la loi électorale, on ne peut pas faire un renouvellement partiel de l'Assemblée, il faut que ce soit universel. Et donc tout ça, à mon avis, effectivement, plaide
pour un report. Je ne sais pas si le gouvernement a la possibilité de tenir ces élections le 28 novembre. Très rapidement, le Premier ministre n'est pas allé à Togré à la nage, ni moi d'ailleurs, parce que je vous vois venir. Mais ensuite, bon, ça sera le petit scoop de la soirée. C'est acquis, c'est reporté. Les législatives sont reportées parce que vous parliez du gouvernement qui devait agir, mais ce n'était plus le gouvernement, parce que le gouvernement, comme vous savez, a écrit à la Cour, qui a émis un avis, mais pas un arrêt. Mais cette fois-ci, ils ont trouvé une autre pichenette, une autre astuce. C'est l'Assemblée nationale qui a demandé à la prorogation, en fait, donc indirectement le report. C'est acquis, ça je tiens ça de très bonnes sources. C'est acquis de Simon. C'est facile à connaître. C'est Massif. On sait avec qui tu étais. Ah non, ça n'a rien à voir, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, non, mais je l'ai appris ce matin. Je l'ai appris ce matin en rentrant à Bamako. Donc, je peux dire que d'après... Mais tu n'es pas rentré à la nage. Vous étiez dans le même... Non, pas du tout. Il y avait 2 avions séparés. Donc, d'après mes informations, le report de législative, c'est acquis. Voilà. Ok. Mais par rapport à cette question du report, Maître Konaré, ça a créé une frustration au sommet de la majorité, oui, puisque le président de la majorité Ensemble pour le Mali n'était pas favorable au report. Le Premier ministre, lui, oui. Est-ce que c'est des divergences au sommet de la majorité quand même? Oui, mais le président de la majorité, vous voulez parler de Bakary Treta, oui. Ce n'est pas une autorité officielle. Il ne décide pas. Alors, ceux qui décident, c'est l'exécutif. Et donc, si la décision est comme Serge nous l'annonce prise, c'est que l'exécutif n'a pas pu tenir ces législatives-là. Et moi, je m'en félicite. Ouais. Parce qu'elles ne pourront qu'être mieux organisées. Mais c'est prématuré, Alexis Kalambri, cette divergence... un mois après la présidentielle, déjà au sein de la majorité présidentielle. Non, mais les arguments développés par Tereta tiennent en ce sens que il y a un débat inévitable qui veut dire que est-ce que en prorogeant l'Assemblée au-delà du 31 décembre, est-ce qu'elle sera reconnue par l'opposition? Est-ce que comme Chana se battait pour la constituante avec un journaliste à la tête, est-ce qu'on va mettre en place une constituante? Voilà, donc c'est une certaine incertitude dans laquelle on risque de s'installer. En tout cas, il y aura un débat. C'est peut-être en prévision de tout cela que lui se battait pour qu'on puisse éviter tout ça. Oui, il y a le premier report sera de 6 mois, donc je me permets d'apporter cette précision. Oui, Adam. Oui, ce n'est pas simple. Mais il faut dire que c'est l'Assemblée nationale qui a saisi, oui, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle. Oui. Et y compris les présidents des groupes parlementaires de l'opposition. Donc ça veut dire que... Pas en oui, revanche. ah si, ouais. Non, ça veut donc dire que nous allons vers une espèce de consensus pour le report de l'élection présidentielle, ce qui ne législative, ce qui ne serait pas posé, le type de problème que ça aurait posé si, par exemple, certaines parties étaient exclues. Mais je crois très honnêtement que on ne peut pas mettre en œuvre les régions, l'accord, or la communauté internationale y tient, en maintenant les législatives du 28 novembre. Est-ce qu'en reportant de 6 mois, on aura le temps effectivement de mettre en œuvre les nouvelles régions, parce qu'il y a 20, il y a 78 cercles, il y a 348 arrondissements. Okay? Et donc, c'est un travail extrêmement difficile à faire. Le projet est contesté. Et le projet est contesté. Donc, il va falloir un consensus sur le projet, et il va falloir y aller très très vite pour au moins que les contours des cercles, des arrondissements et autres soient décidés. Et là, je voulais... Oui, allez-y. Moi, je voulais juste dire quelque chose en réaction à ce que j'ai entendu dire sur le plateau la semaine dernière. On parlait je crois que Chana parlait de constituante, d'assemblée constituante, le report n'est pas possible, etc. Je veux vous dire, la Cour constitutionnelle tient de la Constitution. Je me souviens, c'est l'article 85, le pouvoir entier de réguler le fonctionnement des institutions.
La Cour a tous les pouvoirs pour proroger le mandat des députés. D'autant qu'il l'a fait d'ailleurs en 2012. Voilà. Donc dire que quand les législatives seront reportées, comment on appelle ça, il faut forcément une assemblée constituante pour statuer sur les mandats, c'est pas vrai. D'accord. On va le dire à Chana. Très rapidement, voilà, Chana n'est pas là ce soir parce qu'il a mangé son chapeau justement. Parce que la semaine dernière, tu t'es parlé de la tympanisée. Je vous dis, c'est la constituante. Bon, bref. L'autre chose, c'est, moi je voulais terminer par un carton rouge à la communication du gouvernement sur un point parce que ça a soulevé des débats pendant 2 semaines. Il y avait vraiment que le débat autour d'un projet sur le découpage électoral. C'était un faux projet, c'était même un avant-projet, puisque le document n'était pas allé à la... En pareil cas, pour ramener le calme, pour calmer le jeu, il aurait fallu tout simplement que le gouvernement de la République fasse un communiqué pour dire non, attention, ce n'est pas du tout un projet, ce n'est même pas l'avant-projet, c'est un document de travail qui circule, nous ne l'avons pas validé. Oui, en tout cas, beaucoup d'organisations de la société civile sont déjà vent debout pour protester justement contre ce projet de découpage. Ainsi prend fin ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient M. Cheikh Konaré, avocat, Alexis Calambri des Échos, Adam Thiam, journaliste, réquisitionné, et puis Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.